Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on vous emmène à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Et pour commencer notre voyage, on a voulu partir de cette photo. Nous sommes en 2018. Celle qui est alors première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, rencontre à Buckingham la reine d'Angleterre. Il s'agit d'une réunion du Commonwealth, ce club chargé notamment de maintenir les liens entre la monarchie britannique et ses anciennes colonies. Jacinda Ardern est venue dans une tenue particulière, un vêtement traditionnel maori, ces populations polynésiennes autochtones de Nouvelle-Zélande. Tout un symbole pour dire la richesse culturelle de ce pays du bout du monde, incarné entre 2017 et 2023 par cette trentenaire qui aura géré, entre autres, en tant que première ministre, la pandémie de Covid, une éruption volcanique dramatique et un attentat sanglant dans une mosquée. Alors on a voulu revisiter la géographie, l'histoire et surtout la singularité de ce pays qui se tient géographiquement à l'écart du monde. Sortons nos cartes. La Nouvelle-Zélande se situe dans le Pacifique Sud, en Océanie. Elle est à l'extrémité du monde polynésien. Auckland est à 2155 km de Sydney, en Australie, et l'île australienne de la Tasmanie est à 1500 km de la pointe sud-ouest de Nouvelle-Zélande. Le pays, situé à la jonction de deux plaques tectoniques, est composé de deux îles principales, séparées par le détroit de Cook, ainsi que d'une multitude de petites îles. L'île du Nord, ou île fumante, est remarquable par ses paysages volcaniques, mais aussi par ses forêts subtropicales. Sur l'île du Sud, ou île de Jade, on trouve le mont Cook, ou Aoraki, à 3724 mètres point culminant des Alpes dites néo-zélandaises. La douceur des températures et l'abondance des pluies caractérisent le climat de la Nouvelle-Zélande, avec des saisons inversées, puisque le pays est situé dans l'hémisphère sud. Enfin, du fait de son isolement, la faune et la flore néo-zélandaises sont uniques au monde, comme c'est le cas pour le kiwi, l'oiseau, devenu l'emblème du pays. La superficie totale de la Nouvelle-Zélande est d'environ 268 000 km² pour 5,2 millions d'habitants. À titre de comparaison, le Royaume-Uni fait 246 000 km² pour 68 millions d'habitants. La densité néo-zélandaise est donc très faible, avec moins de 20 habitants au km² en moyenne. Voici la capitale, Wellington, et la plus grande ville du pays, Auckland. La Nouvelle-Zélande est un pays prospère, au niveau de vie élevé. La monnaie utilisée est le dollar néo-zélandais et le PIB par habitant est supérieur à celui de l'Espagne. Son économie diversifiée comprend un important secteur des services qui représente près de 66% du PIB en 2019. Les services principaux sont le tourisme et l'éducation, avec l'accueil d'étudiants. L'agriculture et l'élevage occupent une place prédominante pour les exportations. Ainsi, en 2022, le pays vend à l'étranger pour 43,9 milliards de dollars américains de produits, majoritairement du lait et ses dérivés comme le beurre, des viandes ovines, caprines, bovines, ainsi que du bois. La Nouvelle-Zélande est une monarchie parlementaire, copiée sur le modèle britannique. Le Parlement alterne entre majorité travailliste et majorité conservatrice. Cette dernière a repris le pouvoir en octobre 2023 avec le nouveau Premier ministre Christopher Luxon. Auparavant, on l'a dit, la première ministre travailliste Jacinda Ardern a marqué l'histoire politique récente, icône du pouvoir au féminin reconnu dans le monde entier. La Nouvelle-Zélande, petit pays du bout du monde, mais aussi modèle politique, qui demeure depuis plusieurs années en deuxième position de certains classements des démocraties les plus exemplaires et au quatrième rang des pays les plus sûrs au monde. Enfin, la Nouvelle-Zélande est structurellement multiculturelle. En 2022, 70% de la population s'identifie comme étant d'origine européenne, 16% d'origine maori, 16% d'origine asiatique et 8% océanique non maori. Si le total dépasse les 100%, c'est que les Néo-Zélandais peuvent s'identifier comme appartenant à plusieurs groupes à la fois, une singularité qui s'explique par l'histoire du pays. Entre les Xe et XIVe siècles, la Nouvelle-Zélande fut d'abord peuplée par les ancêtres des Maoris, partis des îles Fidji, Tonga et Samoa. C'est l'arrivée des grandes pirogues ou waka-urua qui accostent sur l'île du Nord. Les Maoris développent la chasse, la cueillette, l'horticulture et s'organisent en larges groupes relativement indépendants les uns des autres.
Le nom donné au pays est Aotearoa, qui désigne le long nuage blanc que les navigateurs polynésiens aperçurent depuis le large et qui les a guidés vers leur future île. Au cours des années 1770, les expéditions du Britannique James Cook ouvrent la voie à l'implantation européenne. Et en 1840 est signé le traité de Waitangi. Les Britanniques proclament officiellement leur souveraineté sur le pays. S'ensuivent dans les années 1860 une série de guerres violentes avec les Maoris qui sont vaincus et spoliés. Ainsi, entre 1860 et 1939, les terres leur appartenant se réduisent considérablement. Violence de la colonisation, mais paradoxalement modernité politique. En 1893, la Nouvelle-Zélande est le premier État à accorder le droit de vote aux femmes, un droit qui s'applique tant aux Européennes qu'aux femmes maoris. Dans la première moitié du XXe siècle, la Nouvelle-Zélande reste dans le sillage de la dépendance du Royaume-Uni. Conséquence, lors des 2 conflits mondiaux, la Nouvelle-Zélande s'engage sur les terrains européens et ne se pense jamais comme une nation du Pacifique. En 1947, la Nouvelle-Zélande devient totalement souveraine et elle va conserver son ancrage occidental. Ainsi, en septembre 1951, un pacte militaire est signé en collaboration avec l'Australie et les États-Unis, c'est l'ANZUS. Mais à partir des années 70, le pays opère une véritable mutation identitaire, notamment parce que la société évolue avec l'immigration asiatique et polynésienne, ainsi qu'avec les revendications maoris. La Nouvelle-Zélande va alors chercher un nouvel équilibre entre son héritage occidental et son ancrage régional, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Héritage occidental, la Nouvelle-Zélande appartient au Commonwealth, cette organisation qui regroupe notamment les anciennes colonies britanniques. Elle est aussi un partenaire de l'OTAN ainsi que du système Five Eyes, alliance d'échange de renseignements avec les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. Mais sur le plan économique et commercial, la Nouvelle-Zélande joue d'autres cartes ces dernières années. Ainsi, si en 1960, l'Europe recevait 50% des exportations néo-zélandaises et l'Asie moins de 15%, les chiffres sont aujourd'hui inférieurs à 10% pour l'Europe et de 65% pour l'Asie. Et en 2022, c'est bien la Chine, le principal client avec 28% des exportations et 23% des importations néo-zélandaises. Ainsi, Wellington conserve une attitude amicale envers la Chine, une attitude un peu différente de celle de l'Australie voisine, qui elle se considère comme la gardienne occidentale du Pacifique. Canberra vient de reprendre des relations économiques apaisées avec Pékin, mais tout en restant proche militairement des États-Unis et du Royaume-Uni. Wellington cherche aussi à diversifier son commerce extérieur en négociant des accords avec l'Australie évidemment, mais aussi avec le Japon, avec l'Inde, les pays de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, et ceux de l'Alliance du Pacifique en Amérique latine, Mexique, Colombie, Pérou, Chili. Et en juillet 2023, Wellington signe un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Enfin, depuis 2018, le pays organise ce qu'il nomme un Pacific Reset. En clair, la Nouvelle-Zélande choisit la région comme priorité de sa politique étrangère et de défense. Un reset ou nouveau départ qui passe notamment par le NZ, une aide au développement principalement tournée vers le Pacifique. Pour terminer, intéressons-nous à l'importance qu'a toujours accordée la Nouvelle-Zélande à l'enjeu environnemental. Ainsi, dès 1984, le Premier ministre David Lange annonce une politique antinucléaire et l'année suivante est signé à Rarotonga, aux îles Cook, le traité du même nom pour une zone exempte d'armes nucléaires dans le Pacifique Sud. C'est l'époque de l'affaire du Rainbow Warrior, d'après le nom du navire de Greenpeace qui protestait contre les essais nucléaires en Polynésie française et qui fut saboté à Auckland par les services secrets français, faisant un mort. Ces événements ont fait de la Nouvelle-Zélande un précurseur en matière d'écologie, car le pays est par tradition et du fait de sa situation au cœur de ces enjeux. Et désormais, avec le slogan touristique officiel 100% pur, Wellington affiche de fortes ambitions environnementales. Ainsi, le pays a multiplié les zones protégées, que ce soit terrestres ou maritimes, comme on le voit sur cette carte.
De plus, la Nouvelle-Zélande, à travers les États ultramarins autonomes rattachés de Niue ou des îles Cook, héberge certaines des plus grandes réserves marines du monde. Enfin, c'est le premier pays au monde à avoir donné une entité juridique à un fleuve, le Wanganui. Ce fleuve de l'île du Nord, considéré comme sacré par les Maoris, longtemps exploité pour ses ressources halieutiques et pollué par des industries voisines, peut désormais être représenté dans les procédures judiciaires. Voilà pour ce voyage en Nouvelle-Zélande, ce pays qui se tient à l'écart du monde. Et comment le quitter, ce pays, sans avoir encore parlé du rugby, bien sûr, le sport le plus populaire en Nouvelle-Zélande, avec l'équipe nationale superstar des All Blacks et leur fameux haka, une danse maori pour impressionner l'adversaire. Lors de la dernière Coupe du Monde, cela n'a pas suffi à ce qu'ils remportent la finale contre leur ennemi historique, l'équipe sud-africaine des Springboks. C'est avec lui que nous avons préparé cette émission. Le chercheur Fabrice Argounès co-signe cet atlas de l'Océanie aux éditions Autrement. Plus littéraire, cet ouvrage, Au pays du long nuage blanc, le journal de 5 mois passés par un écrivain en Nouvelle-Zélande. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux. Abonnez-vous, commentez et à bientôt.